À travers toutes les époques, toutes les cultures, les médecines ont vraiment un point commun, c'est d'essayer de soulager, de rétablir un équilibre. Alors on peut penser bien sûr à des choses extrêmement variées en termes d'époque ou de géographie. L'acupuncture, bien sûr, en Asie. J'ai pris un exemple aussi de médecine traditionnelle dans certaines parties de l'Afrique que je connais. On voit ici quelqu'un qui monte sur une autre personne pour essayer de régler son problème. Quand on regarde de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que ce sont des choses extrêmement différentes et qu'il n'y a pas de lien logique. Pourtant, il y en a un. C'est que c'est toujours des personnes, il y a toujours eu des hommes, des femmes qui ont l'élan intérieur, la sensation, la perception qu'ils peuvent aider et soulager les autres au point d'acquérir des connaissances, des techniques, d'observer des processus. Alors ça donne des choses extrêmement variées. On a un exemple de médecine magique de l'époque de la Renaissance. On a vu avant la médecine de l'Antiquité dans la Grèce. Il y a eu des époques où les médecins se revêtaient d'un masque en forme d'oiseau avec un long bec pour ne pas attraper le bacille de la peste, par exemple, parce qu'on pensait que ça fonctionnait ainsi. Alors c'est sûr que ça peut donner l'impression de quelque chose d'assez irrationnel, d'éclaté, de chaotique. Mais je trouve que c'est intéressant de passer les apparences, que même aujourd'hui la chimiothérapie, des choses qui sont extrêmement chimiques, complexes, qui nécessitent beaucoup de sciences modernes pour être conçues. Mais le point commun reste le même. C'est une personne qui tente d'apporter un équilibre, de soulager, peut-être même de guérir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en arrive à des choses aussi variées que la chimiothérapie. Une personne veut guérir du cancer, elle va faire une chimiothérapie à l'hôpital, et une autre qui a la même maladie et qui va recevoir des soins énergétiques. Donc on voit des médecines qui, en apparence, se situent aux opposés, à des extrêmes de cette variation infinie des médecines. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard unificateur, même si on pratique une certaine sorte de thérapie, une certaine forme, même si on est peut-être même très compétent dans son domaine, de ne pas perdre de vue l'unité de la démarche thérapeutique, que l'aboutissement de cette démarche soit aussi varié que du Reiki ou une chimiothérapie. J'ai représenté ici la façon dont on conçoit en médecine sacrée ce point commun, cette espèce de figure géométrique qui serait la charpente commune à toutes les formes de thérapie. D'un côté, on a le patient, le client, le patient, avec bien sûr lui qui est porteur d'une problématique. J'ai marqué maladie, mais ça peut être simplement un problème, un inconfort. Ça ne va pas forcément aussi loin qu'une maladie. De l'autre côté, en face, on a le thérapeute, le porteur de la solution, de la guérison, de la méthode thérapeutique. Ce schéma est très simple, mais il est vraiment à méditer parce que, vous voyez, j'ai situé la santé en dessous, à mi-chemin quelque part, et le 8 que j'ai dessiné entre les deux, entre le patient et le thérapeute, c'est pour indiquer que ni le patient ni le thérapeute ne savent exactement où va se situer le point d'équilibre retrouvé qui serait la santé. C'est-à-dire que il faut d'abord supposer que le thérapeute sait ce qu'il fait. Et vous allez voir dans le reste de l'explication que ce n'est pas forcément aussi évident. Le thérapeute sait ce qu'il fait, il porte une méthode, il porte une approche, il porte des connaissances, une expérience, une expertise peut-être. On suppose ici que le patient peut guérir. Et on va voir aussi plus tard dans l'explication que ce n'est pas forcément évident non plus. Que le patient peut guérir, peut être soulagé, peut avoir son problème résolu. Donc le patient porte le problème, la maladie, le thérapeute porte la solution, la guérison. On va en reparler plus loin, mais c'est vraiment difficile d'avoir une connaissance précise du point qui va apporter la santé. Donc, ça présuppose que le thérapeute a une sorte de souplesse intérieure dans son approche thérapeutique et que le patient aussi chemine. Et on va en reparler, mais c'est vraiment des points fondamentaux. Dans ce triangle, une chose est certaine, c'est la santé. La santé, c'est une certitude, elle peut arriver. Le patient
et le thérapeute sont des choses dont on n'est pas certain, ils sont assez variables. Le thérapeute peut être variable dans le sens qu'il peut avoir des méthodes variables, mais aussi dans sa qualité, dans sa journée, dans son moment. Il peut ne pas forcément être en pleine possession de ses moyens, il peut ne pas forcément être extrêmement motivé ou inspiré. Et le patient aussi est variable. Est-ce qu'il est vraiment prêt à changer, à guérir? Est-ce qu'il est vraiment prêt à évoluer, à se transformer? Donc, dans ce triangle, on voit deux choses qui sont extrêmement instables et variables, et c'est ça qui va nous intéresser. Pour illustrer ce point, on pourrait penser à la santé mentale et on pourrait observer la différence d'approche, par exemple dans des peuples premiers, des Premières Nations, où on a des approches qui sont extrêmement différentes de la santé mentale telle qu'elle est conçue en Occident, avec les médicaments adaptés, les services hospitaliers en psychiatrie, etc. On voit vraiment à quel point la conception de la santé mentale peut influencer, peut provoquer des approches et des moyens thérapeutiques différents. À la fois chez le patient, en santé mentale, par exemple en Afrique, on peut penser à des possessions par des esprits, des possessions démoniaques, des envoûtements, et à la fois chez le thérapeute, dépendamment de la formation. Si vous avez été formé à la médecine traditionnelle africaine, vous n'aurez pas la même conception du problème que si vous êtes psychiatre formé en France, par exemple. Cela veut dire que la façon dont on conçoit, et donc c'est toute la question de notre perception du monde, de nos croyances. Les croyances que nous avons sur les choses conditionnent complètement notre approche de la santé, de la thérapie et de la maladie. Vous voyez, vous avez le patient et le thérapeute qui sont tous les deux complètement conditionnés par leurs croyances. En fonction de leurs croyances, ils vont avoir une perception culturelle de la santé et de la réalité. Donc je sépare, vous avez vu, je sépare quelque part la culture, la santé et le réel par les croyances, parce qu'en fonction de nos croyances. Mettons, vous êtes un scientifique moderne occidental, vous allez en Afrique, vous avez certaines croyances sur la culture, la santé et la réalité, et vous allez étudier les autres médecines, les ethnomédecines, les médecines d'autres populations qui sont liées à d'autres croyances, d'autres conditionnements. Vos propres croyances vont influencer votre perception des choses. Ça, c'est un élément fondamental. C'est à étudier parce que finalement, dans notre pratique quotidienne de la guérison, il faut vraiment voir ce mécanisme à l'intérieur de soi-même pour pouvoir le relativiser, diminuer son impact sur notre façon de soigner. Donc, en fonction de notre relation au corps, qui est très très importante, à la nutrition, à comment on mange, comment on respire, comment on se déplace dans la nature, comment on perçoit notre environnement, on va avoir différentes façons de vivre la souffrance. Et ça, c'est très frappant quand on voyage. On s'aperçoit qu'il y a des populations qui vivent d'autres réalités que nous pourrions considérer comme insupportables, intolérables, alors que chez d'autres, c'est un mode de vie. Et vice-versa, d'autres populations peuvent venir chez nous et trouver certaines choses tout à fait inadmissibles et intolérables, alors que pour nous, c'est un mode de vie normal. Nos croyances, donc, influencent totalement notre rapport à la réalité, et donc à la maladie, à la guérison, au corps. Ça, c'est extrêmement important. C'est sur cette relation que la médecine sacrée va agir. C'est pour se rapprocher finalement de la réalité. Un exemple très simple, j'ai parlé tout à l'heure du cancer. La relation qui va exister entre un oncologue et un patient dans un hôpital en Occident, avec la chimiothérapie comme moyen thérapeutique, va être particulière. Elle va être ce qu'elle est, elle va se construire en fonction des croyances, de la culture, et ils vont avoir une recherche de la santé qui va être guidée par cette approche. Et ils vont attendre certains résultats, la plupart du temps basés sur une analyse de sang et des chiffres. Une approche extrêmement différente va pouvoir se trouver chez une personne qui est contre la chimiothérapie et l'approche de la médecine avec la chimie, la radiothérapie, peut-être même la chirurgie. Une personne peut avoir exactement le même cancer, elle va être contre. Ça veut dire j'ai pris l'exemple des noyaux d'abricot qui sont une chimiothérapie naturelle,
avec ses limites bien sûr, mais la vitamine B17. Elle peut considérer et regarder les noyaux d'abricot comme une source de guérison. Donc vous voyez que, en fonction de nos croyances, de notre approche de la réalité, on va développer des techniques particulières. La médecine sacrée propose à l'un comme à l'autre, c'est-à-dire à la personne qui veut se soigner avec des produits naturels exclusivement et qui est contre, à la personne qui veut se soigner exclusivement avec une chimiothérapie et qui est contre les produits naturels. Elle va proposer aussi aux thérapeutes, l'un ou l'autre, l'oncologue ou un naturopathe, ou peu importe la sorte de thérapie qu'il pratique, de travailler sur le fond de sa relation avec la maladie, avec le processus de guérison, avec la santé, pour se rapprocher de la réalité. Parce que vous voyez, ici, il y a un enjeu majeur du rapprochement du réel. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est les résultats, c'est la réalité de ce qu'on vit. Mais ce qui nous sépare du réel, c'est nos croyances, nos conditionnements, nos perceptions. Le point de vue essénien sur la santé, je l'ai représenté d'une certaine façon ici, dans un certain aspect. C'est d'abord que, vous voyez, la santé, elle est au centre de ce triangle, d'une relation. Alors, d'un côté, j'ai mis le corps, et puis aussi nous-mêmes, notre personnalité, notre conscience d'être un individu. Nous avons une relation avec notre communauté, nos communautés, les communautés dont nous faisons partie, nos familles, nos cultures, la communauté humaine. Mais nous avons aussi une relation fondamentale avec la nature et la vie. En fonction de la nature de cette relation, de ces échanges, il va apparaître une certaine forme de santé ou de ce qu'on va considérer comme une santé. Les Esséniens pensent que la santé existe en elle-même. Mais vous voyez ce triangle, on pourrait le tourner dans n'importe quel sens. Nous, êtres humains, nous allons partir nécessairement ici du corps et du soi. Mais un animal, une plante, peut partir aussi de sa propre extrémité du triangle et considérer les autres comme un accessoire. Nous, nous disons qu'il n'y a pas d'accessoire. Nos communautés ne peuvent pas être en santé si la nature n'est pas en santé. Nos communautés ne peuvent pas être en santé si les individus ne sont pas en santé. La nature ne peut pas être en santé si elle ne vit pas avec des communautés et des individus sains. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être en santé si notre communauté n'est pas fonctionnelle, si la nature n'est pas fonctionnelle. Donc il y a actuellement un grand décalage à ce niveau-là dans la recherche de la santé, tant dans les approches naturelles que dans les approches scientifiques, médicales, classiques qu'on voit à l'hôpital. Nous trouvons que les humains vivent ça comme tout à fait d'une façon éclatée et qu'il faut considérer ça dans un ensemble. Si déjà je sais que je ne peux pas être en santé, si ma communauté n'est pas en santé, si la nature n'est pas en santé, je ne vais pas avoir la même recherche de santé. Je ne vais pas ça n'aura pas les mêmes implications sur ce qui se passe concrètement dans le monde. Par exemple, vous voyez, il y a certaines substances naturelles qui sont découvertes comme étant efficaces pour tel ou tel traitement. Il y a des plantes en Amazonie, par exemple, qu'on découvre qui ont des vertus curatives. Alors tout d'un coup, tout le monde se met à en acheter, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une destruction des réserves naturelles pour cette plante, cette substance. C'est connu, il y a des animaux qui ont été pourchassés quasiment jusqu'à l'extinction parce qu'ils sont porteurs de telle ou telle vertu. Les rhinocéros, dont la corne est aphrodisiaque pour les Asiatiques, sont poussés à l'extinction à cause d'une croyance propre, relative à la santé. Croyance qui est portée par des thérapeutes comme par des patients. Donc on voit à quel point on peut penser aussi par exemple à des périodes où il y avait des pogroms, comment on pourrait dire, on attaquait des communautés par exemple juives en Europe parce qu'on pensait qu'ils avaient apporté la maladie. La grande peste noire qu'il y a eu au XVe siècle, XIVe siècle a été attribuée à certaines populations qui étaient supposées être à l'origine du problème. Et c'était des croyances extrêmement fortes qui se sont traduites par des actes. Donc nos croyances nous font entrer dans la réalité. Alors que si on part de ce triangle synergique d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a, comme disait Saint-Yves d'Alvètre, une trinosophie, une synarchie entre ces trois points fondamentaux, la santé doit être conçue comme un ensemble et donc je dois me soucier de la santé de ma communauté, je dois me soucier de la santé de la nature pour moi-même avoir la santé.
Dans le fond, ma santé dépend de la santé de ces autres points. C'est fondamental dans l'approche de la médecine sacrée. Je vous propose maintenant, je vais vous présenter la roue médecine des Esséniens, qui est une façon de considérer la vie et donc de considérer notre relation au monde et notre relation à la santé. La roue médecine des Esséniens, bien sûr, commence par un cercle puisque c'est une roue. Mais ce n'est pas anodin. Vous voyez, il faut se méfier de notre... on n'a pas été éduqué à la simplicité. On a été éduqué en la croyance que la complexité des découvertes scientifiques, l'analyse du détail était la source du progrès de l'être. Il y a un grand savoir fondamental dans la simplicité, ça peut être intéressant de retourner vers ça. La roue médecine des Esséniens commence par un cercle. Pourquoi un cercle? Ça nous ramène à la cellule, la première cellule, ça nous ramène à la peau de notre corps, ça nous ramène à une chose aussi fondamentale que le soi, l'existence de l'homme par rapport aux autres à l'extérieur, la conscience de soi. On sait très bien en santé mentale à quel point l'éclatement de la personnalité humaine est une source de maladie. Donc la roue médecine commence par un cercle. Ce cercle, c'est toi, c'est moi, c'est chaque individu, chaque existence. Qu'est-ce que partagent toutes les formes d'existence? Elles ne partagent que deux choses. Le point commun qu'il y a entre une bactérie et nous, entre un arbre et une pierre, entre un soleil et un être humain, c'est simplement deux choses, c'est un espace et un temps. C'est-à-dire que tout ce qui existe est contraint à cette croisée fondamentale. On peut penser à la croisée des chemins, à l'expression, mais on peut penser aussi au symbole de la croix qu'on retrouve dans énormément de cultures. Il a été très utilisé bien sûr par les chrétiens, mais ouvrons un petit peu nos œillères, élargissons nos horizons et nous verrons qu'on le retrouve dans énormément de cultures, de symboles, de traditions, de récits. À cette croisée des chemins, il y a un centre qui est l'origine de l'existence. On peut penser bien sûr à la croix celtique, qui était une croix mise dans un cercle. On peut penser à la façon dont les temples du monde sont construits, avec l'orientation nord-sud, est-ouest, cette division en quatre espaces identiques, avec un centre fondamental. On peut penser bien sûr à la façon dont les Romains construisaient leur ville, avec le premier sillon fondateur et puis une croisée des chemins est-ouest qui faisait les rues centrales, la rue centrale de l'installation, même des constructions très très anciennes comme Stonehenge, qui sont toujours basées sur ce même schéma. Et bien sûr, en Inde, ce symbole extrêmement ancien de la roue du karma, la roue du dharma, qui était la première représentation du Bouddha d'ailleurs, ce cercle avec ses quatre chemins et bien sûr les chemins intermédiaires, ça c'est un développement avec ce point central et ce point de concentration. Quand on part du point central, de ce centre du cercle, de cette croisée des chemins entre l'espace et le temps, et qu'on s'en éloigne, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'existence, on expand sa forme d'existence, il y a quatre choses fondamentales qu'on peut voir et qui d'ailleurs sont au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le même espace qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au même endroit qu'aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la planète. Et vous n'êtes pas aujourd'hui, mais vous êtes dans 100 000 ans ou il y a 1 million d'années. Il y a quatre choses qui vont toujours être les mêmes. Le feu, l'air, l'eau et la terre, donc les quatre éléments qu'on retrouve dans énormément de traditions. Et là, tout de suite, on s'aperçoit qu'on a un symbole qui est très connu. Alors là, je l'ai représenté. On retrouve dans plusieurs traditions à plusieurs époques la roue médecine des Amérindiens en Amérique du Nord. Pas tous les peuples l'avaient, mais plusieurs peuples partagent cette vision du monde et cette façon de guérir. C'est un outil thérapeutique avec les quatre éléments. Mais on retrouve aussi quelque chose qui a été énormément supprimé, moqué à la fin de la Renaissance, avec l'apparition de la médecine moderne, c'est l'antique conception occidentale de la médecine qui était très très intéressante et qui était basée sur les quatre éléments. Alors en plus des quatre éléments, on voit ici représentés les 12 signes du zodiaque, 3 x 4. Et
toute la médecine occidentale, depuis même avant Hippocrate, Hippocrate, c'est des traces écrites qu'on a, mais c'est beaucoup plus ancien, était basée sur ces 4 éléments, avec 4 tempéraments chez l'être humain, donc des maladies qui sont dues à, par exemple, un excès de froideur chez quelqu'un qui est déjà froid, un excès de chaleur chez quelqu'un qui est déjà très chaud, très sanguin. Vous voyez, c'est cette compréhension, cette vision du monde qui est très très intéressante. Alors finalement, pourquoi c'est intéressant? C'est de voir que ce n'est pas du tout nouveau, c'est universel, ce n'est pas propre à une culture, de considérer que l'être humain a une relation intérieure avec les éléments. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a des éléments à l'extérieur de toi, il y a des éléments à l'intérieur de toi. Il y a un feu, et quand tu regardes le feu, tu peux voir à l'intérieur de toi aussi le feu, la chaleur. Il y a une correspondance et il y a un lien réel qui peut être physique, bien sûr. Par exemple, pour le feu, il y a un métabolisme, le corps génère une chaleur, il y a une consommation de ressources d'énergie, on compte les calories par exemple, mais il y a aussi un feu subtil, tu peux avoir des émotions qui dégagent de la chaleur par exemple, tu peux avoir des pensées, vous voyez ça avec les 4 neurotransmetteurs dans le cerveau principaux, qui sont très intéressants, il y a des choses qui sont, la dopamine par exemple, c'est quelque chose qui tient du feu, qui est une chaleur, qui est une expansion. En tout cas, on pourra en reparler, mais c'est très intéressant de faire tous ces rapprochements. Quand on continue à s'éloigner du centre, à entrer dans une existence de plus en plus manifestée, de plus en plus complexe, on voit dans la création 4 formes d'existence principale. Je sais qu'on pourrait nuancer tout ça, c'est une roue médecine, donc on a une sorte de charpente qui est à étudier. 4 formes d'existence. Alors, j'ai mis des correspondances qui sont propres à la roue médecine essénienne, qui est un support d'étude. Les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Alors, on pourrait mettre les champignons dans des cases intermédiaires, on pourrait en parler. Mais on va essayer d'avancer déjà sur ce sujet-là. À l'intérieur de toi, il y a une nature humaine, mais il y a aussi une nature animale. Il y a aussi une nature végétale, il y a aussi une nature minérale. De la même façon qu'il y a du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, il y a aussi ces 4 expressions de la vie. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien avec la vie intérieure. Donc comme on observe l'extérieur dans la nature et toute ça, la façon dont la création existe et fonctionne, de faire ces liens intérieurs peut nous apporter un autre éclairage. 4 activités fondamentales animent l'être humain, la pensée, le sentiment, le désir et l'action. Et encore une fois, il y a des correspondances très intéressantes qu'on peut étudier. Eh bien, vous voyez, la médecine sacrée, ça provient de la perception profonde de ces liens. Les liens qui unissent ces choses entre elles, alors du centre vers l'extérieur, mais aussi entre elles, de la circulation des choses, des liens qui animent la roue médecine. Et quand on voit un individu, finalement, qu'il soit en bonne santé ou malade, il fonctionne selon des circulations d'énergie, des répartitions, des expressions d'énergie. Alors vous savez, on fait des fois des diagrammes comme ça de compétences. En ressources humaines, on peut faire des choses comme ça, ou en PNL, en connaissance de soi. Il y a tout un tas de méthodes qui existent, où on peut faire un espèce de diagramme, par exemple. Est-ce que toi, ta pensée est forte, est claire et active? Donc tu peux être en excès de pensée, tu peux être en manque de pensée, donc d'activité de feu à l'intérieur de toi. Tu peux avoir par exemple trop de feu dans tes sentiments. Alors ça nous ramène à beaucoup de médecine, l'Ayurveda par exemple, qui est basée sur des connaissances des éléments, les rapports avec ces activités à l'intérieur de l'être humain par exemple. Mais vous voyez ce que je veux vous dire dans ce point ici, c'est que ce n'est pas une philosophie. Je vous l'explique aujourd'hui d'une façon intellectuelle, orale, je vous le transmets de cette façon-là à travers des dessins. Mais le but de la médecine sacrée, c'est d'intérioriser cette connaissance afin qu'elle soit vraiment organique. Parce que chaque thérapeute, chaque patient a un bénéfice à comprendre, à percevoir ses fonctionnements à l'intérieur de lui, parce qu'on va maximiser nos méthodes thérapeutiques et on va maximiser nos processus de guérison, dépendamment du côté dont on se trouve. Et vous savez, à l'intérieur de nous, il y a un thérapeute aussi, il y a une connaissance thérapeutique et il y a un malade, il y a un patient, il y a quelqu'un, il y a une partie de nous-mêmes qui est en cheminement, en déséquilibre permanent et qui a besoin de se rééquilibrer. Donc c'est intéressant d'alimenter aussi
les différentes parties de notre être par cette vision de la roue médecine des Esséniens. Avec cette roue médecine, on perçoit vraiment l'univers comme un organisme vivant, intelligent, complet. Toujours dans l'idée d'aller du centre vers la périphérie, on a encore une expression supplémentaire de la vie humaine que je représente ici. Alors vous avez la vie culturelle qui est extrêmement importante, beaucoup plus qu'on pense, et qui ne se limite pas à la mode vestimentaire, aux chanteurs qu'on entend, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. La vie sociale, la façon dont se crée la société, la vie économique est intégrée dans la roue médecine. Donc vous voyez que les répercussions, les implications sont extrêmement profondes. Quel genre d'échange on établit avec nos pairs, les autres êtres humains, avec les animaux? Quel genre d'échange on établit avec les animaux et les végétaux aujourd'hui, qu'on considère comme des ressources, comme une exploitation? Quel genre d'échange on fait par notre vie quotidienne? La façon dont notre vie quotidienne est organisée, tout ça fait partie de la roue médecine et doit être considéré. Donc vous voyez que du centre, l'espace et le temps, le point commun absolu qu'on partage même avec un rocher, une pierre, un petit gravier sur un chemin, du centre vers la périphérie, il y a une expression de la vie qui va en se complexifiant et en se spécialisant. Donc comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est les liens entre l'extérieur et l'intérieur, la réalité extérieure, la réalité intérieure des humains. Alors dans les années 60, les scientifiques ont émis une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Et donc certains scientifiques ont dit peut-être que finalement la Terre est un organisme intelligent et vivant avec des processus de régulation, d'harmonisation, de compensation, de décompensation, et que finalement peut-être que la Terre est une forme d'intelligence en soi. Alors c'est drôle de voir que les scientifiques se posent cette question-là alors que les cultures ancestrales ont cette vision du monde depuis longtemps, et on peut imaginer que plus on est en contact avec la réalité, plus ce savoir est naturel, moins on est en contact avec la réalité, et plus on peut entrer dans des croyances et des perceptions abstraites de la vie, notamment de la santé et de la guérison. La médecine sacrée ne découle pas d'une théorie qu'on aurait échafaudée en quelques années. Elle découle vraiment d'une perception profonde de la réalité. J'insiste là-dessus, c'est très important, parce que c'est le chemin qu'elle propose. Ce n'est pas une accumulation de savoir théorique, avec des livres à lire et des choses à mémoriser. C'est un ensemble de postulats, comme des postulats scientifiques. On dit, voilà, il y a telle réalité. Maintenant, on se donne les moyens d'accéder à la perception de cette réalité pour commencer à voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça fonctionne, c'est où dans ma vie, pour essayer de faire des liens et que ça devienne vivant. Parce qu'on a déjà été formé par suffisamment de théories et de croyances pour ne pas en rajouter d'autres. On veut au contraire se rapprocher de la réalité. Il y a des traces de cette conscience, de cet état de conscience profonde. Vous savez, sur Internet, on trouve beaucoup de jolies photos. Alors, c'est des photos qui datent du début du XXe siècle ou fin XIXe. On voit des Amérindiens. C'était les derniers qui restaient, qui étaient encore coiffés, habillés, qui vivaient d'une façon ancienne. Et donc, on les prend en photo et puis dessus, on met une jolie citation. On cite des paroles d'Amérindiens qui nous sont parvenues et qui nous parlent du lien entre l'homme et la nature, de à quel point nous sommes connectés à la Terre, à quel point la civilisation occidentale est destructrice et qu'elle considère la Terre comme une ressource, comme elle peut posséder des animaux, des terres, alors que l'autochtone avait une vision beaucoup plus organique, intégrée de son existence à la Terre. C'est des souvenirs un petit peu romantico-spirituels qui nous restent, et on aime bien ça, parce que quelque part on sent que ça peut nous inspirer, nous nourrir, parce qu'on vit dans une civilisation qui est extrêmement matérialiste et qui considère l'être humain comme un étranger quasiment sur la Terre. Donc si on a des traces, c'est que ça existe, c'est que ça a existé, c'est que c'est possible. On peut penser que les êtres qui parlaient comme ça, c'était des grands sages, qui méditaient beaucoup dans les plaines, et souvent, en fait, non, c'était des êtres qui avaient une vie quotidienne tout à fait normale et simple, mais qui, par contraste de voir l'attitude des Occidentaux, des Blancs qui envahissaient leur terre, étaient choqués et puis qui disaient des choses très simples, des réalités qu'ils vivaient.
la roue médecine des Esséniens a vraiment pour but de retrouver cet état d'être jusque dans la vie quotidienne, comme je vous ai dit, que ce soit une connaissance profonde et organique, non pas une connaissance abstraite. Cette façon de percevoir le monde et la réalité, elle n'est pas juste un souvenir, c'est vraiment possible de le faire. Et c'est ça dont je voudrais témoigner aujourd'hui dans cette vidéo et que je veux partager avec vous dans toute la formation que je vous propose, c'est que c'est possible. Et je trouve même que c'est nécessaire. Je trouve qu'il est urgent de retrouver cette conscience, non pas comme une sensation, une certitude qu'on aurait. Moi, quand j'étais jeune, j'avais cette certitude qu'une autre façon de vivre était possible. Puis avec le temps, je l'ai mise en pratique et je vis d'une autre façon aujourd'hui. Je pratique mon art thérapeutique d'une autre façon et je me guéris. Je suis guéri en tant que patient parfois quand j'en ai besoin avec cette approche. Et je trouve que c'est extrêmement important de faire connaître et de partager ce savoir aujourd'hui parce qu'il peut enrichir toutes les thérapies. Voyez cette roue médecine que je vous présente ici. Il faut vraiment savoir que c'est toi. Elle te représente toi. Tu as un lien avec le feu à l'intérieur. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu sais où il est? Est-ce que tu sais où est le feu dans ta vie, dans ta personnalité, dans ton fonctionnement organique? Tu dois connaître les liens qui existent entre toi et les minéraux, entre toi et un arbre. Ça doit te parler, ça doit être vivant, ça doit exister à l'intérieur de toi, ça ne doit pas être une théorie. Par exemple, tu aimes l'herboristerie, de se soigner par les plantes, ça t'attire, ça te parle. Peut-être que tu es même un herboriste toi-même qui écoute cette vidéo. Il y a une dimension supérieure à l'art thérapeutique de la guérison par les plantes. Il tient dans la connexion avec la volonté, le végétal et l'eau à l'intérieur de toi. Si tu es un herboriste, mais si tu n'as pas travaillé cet aspect, il manque quelque chose d'important. Bon, ça c'est une minorité, ça concerne une minorité d'entre nous. Si tu es un patient, que tu veux te faire soigner, que tu es attiré par la guérison par les plantes ou pas, si tu choisis de faire une chimiothérapie et tu ne t'intéresses pas aux plantes, tu as intérêt à savoir où est le végétal à l'intérieur de toi, quel est ton lien avec l'eau et où en est ta volonté, dans quel état est la volonté à l'intérieur de toi, comment elle se manifeste, est-ce qu'il y a trop de feu dans ta volonté, est-ce qu'il y a trop d'air, est-ce qu'il y a trop d'eau, est-ce qu'il y a des déséquilibres qui peuvent engendrer une maladie physiologique, émotionnelle, mentale à l'intérieur de toi, sociale, environnementale. Nous avons tous intérêt à connaître cette roue médecine et à travailler avec pour acquérir une plus grande connaissance de nous-mêmes et de tous les processus de santé, de guérison et de maladie. Par exemple, lorsque tu vois le monde végétal, tu regardes une plante pousser. C'est un être de volonté pure. Regarde une graine qui réussit à casser l'asphalte d'une route pour germer. Regarde un arbre qui pousse et qui tient le vent, les saisons, le chaud, le froid, et qui continue, dans une extrême concentration volontaire, à accomplir sa destinée, à manifester qui il est. Là, tu as une manifestation pure de la volonté. Eh bien, cet être végétal, cette force végétale, cette énergie, cette nature végétale à l'intérieur de toi, elle existe. Est-ce que tu es un arbre très grand, très puissant, épanoui? Est-ce que tu es une petite herbe des champs? Est-ce que tu es une fleur? Est-ce que tu es souple? Est-ce que tu tiens l'hiver et l'automne de la vie? Est-ce que tu tiens par toi-même ou est-ce que tu es comme une plante grimpante? Tu as besoin de support. Quelle est ta nature profonde? Quel genre d'être que tu es? Et si tu es une plante grimpante, est-ce que tu n'essayes pas depuis des années de devenir un arbre que tu n'es peut-être pas? Peut-être que tu vois un problème où il n'y en a pas, parce que tu ne te connais pas assez toi-même, et peut-être que du coup ça crée une maladie. Vous voyez, le genre de lien qu'on peut faire avec la roue médecine des Esséniens est absolument fascinant et fondamental, surtout qu'elle s'applique. C'est un petit peu comme, vous savez, les calques transparents sur lesquels on fait des dessins et puis qu'on peut appliquer sur des images. Tu peux appliquer la roue médecine des Esséniens à toutes les situations de la vie et à toutes les maladies, à tous les patients, à tous les thérapeutes.
Et tu peux regarder le monde à travers ce schéma et voir où sont placées les choses. Non pas comme une croyance que tu imposerais dans ta pratique ou dans ton processus thérapeutique, mais comme une espèce de cadre repère pour te situer, t'orienter comme une boussole, littéralement. Donc on pourrait poser la question, comme on a parlé des plantes, un animal, lorsque tu vois un animal, est-ce que tu vois la nature animale à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vois le lien avec le monde des sentiments, des émotions? Souvent, vous voyez, les animaux sont porteurs d'une émotion extrêmement entière, extrêmement puissante, extrêmement claire. Les animaux sont très rarement dans l'ambivalence émotionnelle, si on pourrait dire ça ainsi. Ils sentent une chose à la fois et ils sont dans une expression de sentiments à la fois. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer l'intérêt d'acquérir, encore une fois, cette perception à l'intérieur de soi, non pas comme une connaissance abstraite supplémentaire ou une croyance, mais comme vraiment une perception organique. Alors vous voyez, plus on s'éloigne du centre, on s'éloigne, ou plus on s'exprime dans la vie. On part de l'espace-temps, ensuite on a les 4 éléments qui sont comme les 4 forces vitales autour de nous, principales, les 4 manifestations de la vie, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, 4 expressions. On arrive jusqu'à la vie culturelle, la vie sociale, etc. Dans ce mouvement qui va vers l'expression, il y a un processus, il y a une réalité qui se passe, c'est que il y a une complexité croissante et surtout une variété, un petit peu comme on pourrait parler de biodiversité. Si vous êtes dans un seul environnement exclusif, les expressions de vie vont être limitées à cet environnement, en fonction des besoins, des réalités, des possibilités. Plus vous avez des variations de possibilités, plus la vie va s'exprimer de façon différente. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des médecines extrêmement différentes. On a vu une médecine africaine traditionnelle, l'acupuncture, la chimiothérapie, le reiki. Le piège, entre guillemets, de cette complexification, c'est que le thérapeute peut entrer beaucoup plus dans sa méthode et s'éloigner du centre. Parce que, par exemple, tu apprends une technique thérapeutique, ici, elle est liée. Mettons que tu deviens un médecin ou que tu es le patient d'un médecin classique qu'on voit aujourd'hui dans les hôpitaux en Occident. La formation que ce médecin a reçue et ta formation à toi, l'éducation que tu as eue, l'environnement culturel dans lequel tu es, vont te faire percevoir la santé et la guérison d'une certaine façon. Ils vont te faire percevoir le corps d'une certaine façon qui est liée. Mais en chemin, on a perdu le lien avec tout ce qui est plus universel et plus profond à l'intérieur de nous. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te soigner selon la médecine que tu veux utiliser, mais que si tu gardes le lien avec l'intérieur, ça va reprendre un sens beaucoup plus cohérent et tu vas avoir une guérison plus globale. Vous voyez par exemple, on peut dire qu'au niveau air, feu, eau, terre, ici, on a vraiment une cohérence universelle. Le feu, il est le même en Australie et puis au pôle Nord. Bon. Par contre, dès qu'on atteint ce niveau d'expression de la vie, minéral, végétal, animal, humain, on a une variation. Les humains ne sont pas les mêmes en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Ils ont des dispositions particulières. Les animaux ne sont pas les mêmes, les faunes ne sont pas les mêmes. On ne croise pas les mêmes animaux dans les Alpes qu'au Sahara. Les plantes ne sont pas les mêmes. Les minéraux ne sont pas les mêmes non plus, le sol n'est pas le même. Et donc les moyens thérapeutiques, à partir de ce moment-là, vont se spécialiser selon ce qu'on a sous la main et selon nos besoins. On n'a pas forcément les mêmes pathologies typiques dans le sud de l'Inde qu'en Alaska. Donc ça veut dire que les malades ne rencontrent pas les mêmes problématiques et les thérapeutes n'ont pas à soigner les mêmes problèmes, à trouver les solutions. Donc en fonction de ce qu'ils ont autour d'eux, mais aussi en fonction de la nature des problèmes. Par exemple, dans les pays qui sont plus froids, on peut avoir beaucoup plus de problématiques pulmonaires que dans des pays plus chauds, par exemple. Donc on voit vraiment cette variation. Alors on peut penser à des choses différentes que
On trouve par exemple le curcuma qui vient d'Asie, c'est une racine thérapeutique anti-inflammatoire. Alors aujourd'hui c'est très à la mode par exemple, mais vous voyez c'est un outil thérapeutique qu'on a dans un certain environnement et donc il peut y avoir une méthode thérapeutique qui s'est développée à partir du curcuma parce que c'est ce qu'on a sous la main et qui selon les Esséniens correspond aux problématiques des peuples dans ce pays. Si vous vivez dans un environnement beaucoup plus froid, vous avez des lichens comme ici l'usné. C'est un lichen qui pousse sur les arbres et qui est extraordinaire pour les problèmes pulmonaires. Donc, le savoir thérapeutique va se développer en fonction de ce que l'on vit. Et bien sûr, le célèbre foie de morue, dont on extrait l'huile, qui maintient des populations entières en santé dans des pays où il y a quasiment plus de lumière en hiver, qui sont dans des conditions d'hiver extrêmes. Eh bien, on a trouvé un moyen thérapeutique propre aux problèmes qu'on a, par exemple dans le foie de morue. Alors vous voyez, en fonction de notre vie culturelle, sociale, économique, c'est évident qu'à ces niveaux-là d'expression de la vie, on va avoir des variations colossales. On peut penser dans l'Antiquité, quand les patients des collèges de médecins d'Hippocrate allaient dans des temples pour se guérir, on leur disait de dormir par terre dans un temple pour avoir un rêve, pour que la divinité Gaïa de la terre leur donne la solution à leurs problèmes. En fonction de nos croyances, de notre façon de voir le monde, on va vraiment développer une médecine. Mais vous voyez, moi je pense que si un thérapeute pratique sa médecine et qu'il ne s'est pas trop éloigné des différents étages à l'intérieur de lui, eh bien sa médecine va avoir une dimension beaucoup plus universelle que s'il il s'est séparé du centre à l'intérieur de lui, qu'il s'en éloigne pour se devenir même ultra spécialisé dans son domaine. Et donc, il va se déconnecter de l'essence, parce qu'il peut perdre de vue des choses très importantes à l'intérieur de son patient. Le patient peut perdre des choses de vue très importantes à l'intérieur de lui. Vous voyez, par exemple, quand vous allez vers un thérapeute pour vous soigner, du Reiki, je vais prendre des extrêmes de l'infinie variété de thérapies, du Reiki ou une radiothérapie pour un cancer. Exclusif, c'est-à-dire que celui qui va faire du Reiki ne croit pas en l'autre et vice-versa. Eh bien, peut-être que tu vas tellement être projeté à l'extérieur vers le détail de la méthode thérapeutique que tu utilises que tu vas perdre de vue des processus à l'intérieur qui sont absolument fondamentaux pour ta guérison. Par exemple, le lien entre ton passage à l'acte, peut-être qu'il y a des choses que tu veux, mais tu passes peu à l'acte. Donc, par exemple, tout le monde de l'eau végétale, de la volonté, est en expansion et en saturation, et il y a une faiblesse dans l'étage terre, minéral, fer, passage à l'acte à l'intérieur de toi, et peut-être que ça crée un problème, mais que tu ne vas pas le voir parce que tu es trop concentré sur le Reiki qui doit te soigner de l'extérieur, ou si la radiothérapie qui doit t'apporter la solution à ton problème, et du coup, tu peux passer à côté de la guérison. Moi, je pense même que tu peux guérir sans guérir, c'est-à-dire obtenir une guérison physique, extérieure, mais ne pas avoir vraiment guéri à l'intérieur l'origine du problème. Eh bien, du coup, il va y avoir une récurrence. La maladie va resurvenir, et parce que tu n'as pas finalement fait le travail intérieur qui correspondait. Je prends un exemple de l'approche pour une maladie particulière qui est l'épilepsie. L'épilepsie, si on en parle à un médecin aujourd'hui en Occident, il va parler d'un désordre électrique au niveau du cerveau, qui engendre donc des convulsions. Il a fait en tout cas ses prédécesseurs ont fait cette découverte, et il développe des médicaments pour régler ce problème-là. Si on demande à un être de la Renaissance l'épilepsie, il va nous dire c'est une possession démoniaque. Donc on doit aller voir un prêtre ou faire tel pèlerinage pour qu'on soit délivré d'un démon. Si on va dans certains pays, on va avoir aussi cette croyance que l'épilepsie c'est un démon ou une force ou une entité qui prend possession du corps d'un être et qui le possède et qui l'endommage. Et que donc il faut chasser cette entité particulière. Moi je crois que tout le monde a raison.
C'est une question de point de vue, c'est une question de croyance, mais si on se recentre sur la roue médecine essénienne, on va s'apercevoir qu'il y a une cohérence dans cette science, dans ces compréhensions, et que toutes ces visions sont justes et légitimes, chacune à leur niveau. Celui qui est possédé par un démon, si on fait un scanner de son cerveau, on va voir des perturbations électriques, on va les voir. Et si on agit sur ces perturbations électriques, on va empêcher la manifestation de son désordre intérieur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'origine psychologique, émotionnelle, subtile, énergétique à son problème ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on va dans une grande connaissance, une compréhension du processus physiologique que ça supprime les autres réalités. Vous voyez au début quand les psychologues, les psychanalystes sont arrivés avec leur nouvelle façon de voir l'individu et les problèmes d'un individu, ils ont été vraiment méprisés et raillés par la communauté scientifique qui avait des preuves matérielles avec l'anatomie et tout ça de certains processus et qui disaient que les pensées, les émotions n'avaient pas de leur mot à dire dedans. Depuis, il y a eu certains progrès et on réussit à faire certains ponts avec la psychosomatique, par exemple, entre le rôle de nos émotions, nos maladies. Mais je trouve qu'il ne faut pas chercher dans la roue médecine, vous voyez, en allant vers l'extérieur de la roue, à prendre une part de ce gâteau et nier les autres réalités. On peut avoir une vision beaucoup plus universelle et c'est pour ça que, de mon point de vue, la médecine sacrée apporte des connaissances et des compétences transdisciplinaires, c'est interdisciplinaire, c'est-à-dire que, quelle que soit votre discipline, ça peut vraiment éclairer et apporter des niveaux de compréhension très intéressants sur l'ensemble du processus maladie, guérison, santé. Ce petit triangle aussi, patient, thérapeute, santé. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment que les humains sont comme un prisme qui diffracte la lumière de la santé, qui s'exprime de différentes façons, comme un arc-en-ciel, avec tout un tas de nuances et de possibilités, et qu'il ne sert à rien d'avoir des discussions et des confusions et des disputes pour savoir quelle couleur a raison. Toutes les couleurs ont leur intérêt. Par contre, qu'est-ce qui correspond aux réels besoins du patient ? Le thérapeute qui garde toujours en tête et puis en perception viscérale cette roue médecine des Esséniens va être beaucoup plus à même de relativiser sa propre pratique. Par exemple, vous soignez un épileptique avec des médicaments qui jouent sur les connexions, sur les phénomènes électriques dans son cerveau, vous aurez certains résultats. Par contre, les résultats qu'auraient pu apporter d'autres méthodes thérapeutiques, je ne parle pas nécessairement de ce qu'on a vu en photo, il existe plein d'approches thérapeutiques, peut-être vont manquer. Peut-être que ce patient-là, cette personne-là a énormément besoin de travailler certaines choses à l'intérieur et qu'en lui proposant uniquement des thérapies qui vont agir sur les connexions électriques, on va empêcher tout le reste du processus de se faire. Donc, un thérapeute qui est formé en médecine sacrée va être capable de penser beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert. Il va connaître les limites de sa thérapie et il va être capable de percevoir beaucoup plus justement les réels besoins de son patient. Ça ne l'empêche pas de passer à l'action dans son propre domaine. Mettons que tu donnes des soins énergétiques et toi tu vas dire il y a une énergie bloquée dans tel chakra par exemple. Tu vas faire un soin énergétique pour débloquer cette énergie, mais la roue médecine essénienne peut t'ouvrir ton champ de perception et tu peux tout à fait inciter le patient à continuer à prendre sa médication parce que tu vois qu'il en a réellement besoin ou au contraire à retourner voir les médecins qui lui ont prescrit ces médicaments en demandant des ajustements parce que tu vois qu'il y a un certain travail émotionnel qu'il pourrait faire mais qu'il prend aussi des médicaments qui l'empêchent d'être en contact avec ses émotions et que peut-être ça pourrait être revu pour permettre des processus de guérison. Donc quelle que soit ton approche thérapeutique, cette roue médecine te permet de te situer toi-même bien dans ton rapport avec le patient ou en tant que patient avec ton thérapeute, mais aussi avec la maladie elle-même et avec la santé. C'est vraiment très important. Alors bien sûr, ça peut engendrer des changements de perception importants, on peut passer par des phases un petit peu de déstabilisation,
parce qu'on s'est comme éloigné, hein. On était un petit peu trop à la périphérie ici, puis on doit faire un processus de recentrage, de se rapprocher de notre propre centre. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que le plus grand chirurgien du monde, le plus simple ethnothérapeute, hein, un guérisseur chaman d'Amazonie, ont tous les deux intérêt à se rapprocher de leur propre centre pour refaire cette expérience fondamentale de l'origine de leur existence qu'ils partagent avec le moindre insecte, la moindre bactérie, la moindre cellule humaine, qui est ce croisement, cette croisée des chemins, temps-espace, et la toute première manifestation, expression de la vie, qui sont les 4 éléments. Tous les deux vont avoir intérêt à faire ça. Et s'ils le font, ils vont être beaucoup plus efficaces dans ce qu'ils proposent comme traitement. Et bien sûr, le patient qui fait cette expérience a beaucoup plus de chances de guérir, beaucoup plus. Il va trouver la bonne thérapie qui correspond à son problème ou la bonne association de différents types de thérapies pour résoudre la maladie qu'il rencontre sur son chemin. C'est prouvé que les personnes qui ont des cancers, qui sont des maladies très graves, qui nécessitent des traitements importants, ont beaucoup plus de chances de guérir si par ailleurs ils pratiquent la prière, s'ils font un travail psychologique, de lâcher prise par exemple, ou qu'ils ont des thérapies complémentaires qui interviennent. C'est beaucoup plus intéressant. Parce que sinon, vous voyez, nos convictions personnelles, finalement qui sont des croyances, prennent le pas sur notre perception de la réalité. C'est pour ça que vous voyez dans le premier schéma, j'avais mis vraiment une barre avec les croyances, parce que nos croyances souvent nous empêchent de percevoir la réalité. Nos croyances, elles sont ici dans des niveaux, elles sont conditionnées par beaucoup de choses, et elles nous empêchent de percevoir la réalité à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors bien sûr, on peut penser à je crois en l'énergie, au Reiki, j'ai un cancer, donc je vais me faire soigner uniquement par le Reiki. Ou alors cette autre approche, moi je crois en la médecine, ou alors je crois en rien, mais mon médecin m'a simplement aiguillé, je vais faire une chimiothérapie, elle va me soigner, et si elle ne me soigne pas, c'est que je ne pouvais pas être soigné. Si le Reiki ne me soigne pas, c'est que je ne peux pas être soigné. Je pense que, en tout cas c'est le point de vue de la roue médecine essénienne, c'est que pour chaque maladie, il y a une médecine qui correspond aux besoins réels. Et il ne faut pas rejeter les médecines, mais il faut au contraire avoir une grande souplesse, une grande fluidité pour trouver à chaque fois le remède qui correspond à notre situation. Et si ces deux femmes ont cette souplesse, elles vont cheminer dans leur processus de guérison avec beaucoup plus d'outils à portée de main. Et si elles ont la chance d'avoir des thérapeutes formés en médecine sacrée, ils vont les accompagner dans ce processus et ils ne vont à aucun moment faire obstruction au processus de guérison. Ça a des répercussions immenses sur le fonctionnement de notre société, sur l'environnement, sur le futur de l'humanité. C'est ce que je pense. Je vais vous donner un exemple. Tu as une maladie et tu crois en la macrobiotique. Et donc, tu vas manger selon les principes de la macrobiotique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mode de vie oriental yin-yang appliqué à l'alimentation. Donc, il y a des aliments yin, il y a des aliments yang. Et en fonction de ce qu'on vit, on doit manger de telle ou telle façon. Si c'est ta croyance, si c'est ta certitude, si c'est ton mode de vie, tu vas avoir un impact sur ton environnement, tu vas avoir un impact sur ta société, tu vas avoir un impact sur la science qui se développe, sur les hôpitaux, sur la santé, sur le personnel médical, sur l'état sanitaire de ta population, qui ne vont pas être les mêmes si tu es dans des croyances extrêmement différentes. Je prends un exemple. Tu crois en la science occidentale, la recherche médicale classique. Tu vas développer des méga laboratoires pharmaceutiques qui vont développer des médicaments, des vaccins, qui vont mettre au point des protocoles scientifiques, qui vont devenir des normes, qui vont faire du lobbying auprès des institutions internationales, qui vont fixer des critères, qui vont fixer des standards, qui vont avoir certains objectifs qui leur sont propres, comme par exemple l'augmentation de l'espérance de vie, et qui vont avoir des impacts sur la recherche scientifique. Ils vont fixer certains standards de recherche, les études en double aveugle et tout ça, qui seront inaccessibles, par exemple, aux tradipraticiens qui voudraient prouver que le curcuma est efficace, mais ils n'auraient pas $1 million pour faire une étude pour le prouver, donc ils ne sont pas pris en compte.
ça va avoir des impacts sur l'état de l'écologie dans la planète. On va aller détruire des forêts pour récolter tel remède à l'intérieur, exploiter telle population animale pour tel bénéfice, etc. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin que simplement un choix de thérapie qui s'offre à nous. Ça a un impact extrêmement important sur toute notre vie. Donc la médecine sacrée, c'est de revenir au centre du principe de guérison pour éviter les excès de toutes sortes. Parce qu'on peut faire un excès avec la médecine macrobiotique, l'alimentation macrobiotique, et on peut faire des excès avec la science moderne, par exemple le laboratoire que je montre ici. On peut comprendre que dans un monde qui est très largement dominé par la science moderne, l'approche scientifique, matérialiste, il y a une grande aspiration aux médecines douces, aux médecines parallèles, comme pour équilibrer un petit peu, combler les manques de la médecine dominante officielle en Occident. La vision de la médecine sacrée, c'est que le thérapeute lui-même, il est aussi important que la thérapie qu'il utilise. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si tu es un grand chirurgien, un grand oncologue, un grand spécialiste dans ta discipline, ou que tu sois un grand praticien de thérapie de médecine douce, c'est très important de savoir que ton état intérieur, ta qualité intérieure, ton état d'être, ton cheminement, ton état de conscience sont aussi importants que la thérapie que tu utilises. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils aiment bien aller voir tel thérapeute qui fait des massages parce que c'est une personne qui a une certaine qualité d'énergie, parce que ça se ressent dans son geste, ça se ressent dans son approche. La vision de la médecine sacrée, c'est qu'un chirurgien a une responsabilité très grande. Par exemple, quand il s'approche de son bloc opératoire, lorsqu'il se prépare à son opération et lorsqu'il accomplit ses gestes particuliers, la technique qu'on lui a enseignée, l'état intérieur dans lequel il accomplit son geste vont influencer la guérison. Si on perd de vue cette vision, ça veut dire qu'on peut se faire demain opérer par des robots, et on pourra même dire que les robots sont supérieurs aux êtres humains parce qu'ils ne font pas d'erreur. Du point de vue de la médecine sacrée, c'est vraiment une grande perte si l'être humain en arrive à cette extrémité de penser qu'une machine est supérieure à un humain, et que finalement, peu importe qui fait la chose, c'est la chose en elle-même qui guérit. Ça, c'est vraiment la vision du médicament. Vous savez, on va prendre un exemple un peu cliché, une grand-mère qui prépare un gâteau pour l'anniversaire de ses petits-enfants. Elle va y mettre plus qu'une recette. Elle va y mettre des pensées, une intention, elle va préparer quelque chose. Eh bien, le gâteau n'aura pas le même goût s'il a été préparé dans une usine. C'est aussi simple que cela. Est-ce que c'est une croyance ? Personnellement, je ne pense pas. Si vous n'avez pas cette croyance et que vous préférez un monde où les gâteaux sont faits en usine parce que c'est plus hygiénique, eh bien, je pense que vous êtes en train de gagner des âmes en ce moment parce que notre civilisation entière, on dirait qu'elle prend ce tournant. Et je trouve qu'on a une énorme perte à tous les niveaux, au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique. Et notre vie quotidienne n'est plus la même si on partage cette vision. Donc la vision de la médecine sacrée induit beaucoup de choses à l'intérieur de l'être humain. C'est vraiment un recentrage sur soi-même et des dimensions à l'intérieur de soi à découvrir jusqu'à pouvoir dire « mon état intérieur est aussi important que la façon dont je pose mon bistouri. Donc oui, je peux avoir une recherche de perfection dans mon geste thérapeutique. C'est même très très important. Mais je serai un meilleur thérapeute si mon état d'être, ma qualité d'énergie et de présence, elle aussi, je la prends en considération comme étant une importante source de guérison. D'ailleurs, on parle de guérison. J'arrive sur ce schéma du célèbre caducée d'Hermès, qui est l'attribut du dieu de la guérison dans l'Antiquité, qui est resté comme le symbole des médecins et des pharmaciens, du personnel médical en général. Il est très intéressant, on pourrait un petit peu méditer dessus, juste rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce cours. On en parle d'ailleurs plus tard dans la formation en médecine sacrée. C'est que finalement, la maladie est un déséquilibre. Mettons que c'est le serpent noir, parce que la maladie, c'est pas bien, c'est le serpent noir.
Ce que nous montre le caducée, qui est très très intéressant, c'est que le but n'est pas de rentrer dans la guérison, qui serait le serpent blanc. Le serpent blanc est toujours à l'opposé du serpent noir, parce que lorsque tu es malade, c'est que tu as un déséquilibre. Pour te rééquilibrer, il faut te tirer dans une autre direction. Mais si tu rentres trop dans la direction qui te tire pour te ramener à la santé, au bout d'un moment, tu vas passer le centre et tu vas passer d'un extrême à l'autre. Et de nouveau, finalement, ce qui était une guérison va devenir une maladie. Je vais donner un exemple. Par exemple, on va dire à quelqu'un qui est quelqu'un qui a trop de dopamine dans le cerveau, par exemple, qui est trop proactif, trop stressé, trop organisé, trop projeté vers l'extérieur, on va lui apprendre des méthodes pour se ramener à lui-même, penser à lui-même, ne pas s'oublier dans ce qu'il fait. On va lui dire arrête de penser aux autres, pense un petit peu à toi. Par contre, il continue ce mouvement parce qu'il applique la méthode, au bout d'un moment, il va dépasser la zone d'équilibre et il va rentrer dans un excès de penser à soi, de se ramener, d'être centré, et il peut avoir pas assez de dopamine, pas assez de ce neurotransmetteur qu'il projette vers l'extérieur, et on peut avoir d'autres déséquilibres. Donc juste pour dire que la santé, c'est une voie du milieu, qui nous ramène vers la réalité en bas, vers un idéal en haut, et finalement, les deux pôles maladie-guérison sont tous les deux nos alliés, parce que la maladie nous signale qu'on va trop, mettons, à gauche, et la guérison qu'on va trop à droite. Et donc, la guérison n'est pas une fin en soi du tout. Comme je vous ai dit au début, vous avez vu ce 8 qu'il y a entre le patient et le thérapeute. La santé se situe quelque part ici. Et ni le patient ni le thérapeute ne peuvent anticiper, savoir à l'avance où va se situer le point des guérisons, le point de santé pour cette personne-là, parce que chaque personne est différente. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous à atteindre les mêmes objectifs à l'intérieur de nous. Nous vivrons avec des déséquilibres peut-être toute notre vie et on n'a pas un standard à atteindre absolument, comme souvent la médecine moderne l'exige. C'est d'ailleurs intéressant justement cette vision que c'est extrêmement relatif. Ce qui aujourd'hui est considéré comme une maladie, parfois ne l'était pas. Alors j'ai pris des exemples un petit peu dans le passé. Vous avez toute la période où on étudiait la connaissance de la forme du crâne pour connaître le tempérament humain. Donc il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus, c'était des connaissances scientifiques. Il y avait des congrès scientifiques sur le sujet. En fonction des bosses qu'on avait sur le crâne, de la forme du crâne, on pouvait connaître le tempérament d'une personne. En criminologie, on s'en est beaucoup servi pour essayer de savoir d'avance quel était un homme avec un tempérament. En gros, on voulait savoir si c'était lui le criminel ou pas, s'il allait être un voleur ou pas. Alors vous avez une illustration ici assez drôle avec un mari qui était fiable et qui était fidèle, et puis un mari qui aurait tendance à être bigame ou polygame, donc mesdames, méfiez-vous. Alors il y a eu le grand sujet de l'hystérie, avec le 19e et début du 20e siècle, où les femmes étaient qualifiées d'hystériques, qui vient du mot utérus, et donc une femme était hystérique, donc ça veut dire que parfois c'était simplement son mari qui était devenu insupportable et puis elle piquait des crises d'hystérie, c'était une maladie, donc il fallait lui donner des remèdes. Et on a mis des années à comprendre que c'était des processus beaucoup plus complexes et que derrière ce qualificatif, derrière ce mot hystérique, se cachaient beaucoup de pathologies, beaucoup de problèmes extrêmement variés, des désordres hormonaux, des désordres psychologiques, tout simplement l'expression de la volonté féminine qui à l'époque dans certaines sociétés était irrecevable. Les femmes ne pouvaient pas voter, n'étaient pas indépendantes, n'étaient pas libres. Donc, quand elles réclamaient plus de liberté, on les considérait comme hystériques. Mais sachez qu'il y a des médecins et des scientifiques qui utilisaient ce mot et qui posaient un diagnostic. Vous avez ici cet exemple de ce soldat qui a passé un examen médical et qui a été qualifié d'homosexuel. Il avait une déviation sexuelle et c'était un diagnostic médical. Peut-être qu'il a été même emmené en clinique pour être soigné. Et vous avez toutes les études raciales, médico-raciales qui ont été faites pendant longtemps. Ça a duré plus d'une centaine d'années quand l'Occident s'est mis à coloniser à grande échelle le continent africain notamment, mais même dans d'autres parties de la société intra-européenne. Vous avez en bas le physique classique d'un juif et en haut le physique classique d'un arien. Donc là, on est en Allemagne dans les années 30. Toutes ces études qui ont été faites sous
j'allais dire sous couvert médical, mais c'est un peu facile de juger ça avec du recul. Il faut savoir qu'il y a des médecins de bonne volonté qui avaient ces croyances profondes dans la séparation des races et tout ça, avec tous les excès que ça a donné. Tout ça pour dire que des fois, nos croyances vont dans des extrêmes et que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas au-dessus de ça. On peut aussi, par nos croyances, être persuadé d'être dans le bien et du coup s'éloigner d'une véritable perception de la maladie, de la guérison et de la santé. Donc vous voyez, la médecine sacrée est tout sauf une méthode thérapeutique unique, concrète, qu'on applique. C'est vraiment un ensemble de connaissances transdisciplinaires qui concernent tous les thérapeutes dans l'âme aussi, mais aussi tous les patients. Tout le monde a intérêt parce que, comme je vous ai déjà dit, le processus de guérison va être beaucoup plus efficace. Ce n'est certainement pas une uniformisation des procédures thérapeutiques du tout. Il s'agit de respecter les multiples expressions de la vie qui existent et les multiples thérapies qui peuvent exister, mais à chaque fois en disant qu'en se rapprochant du centre, on va probablement retrouver aussi l'origine de notre méthode thérapeutique et peut-être la rafraîchir un petit peu, peut-être la débarrasser de certaines croyances, de certains tabous, de certaines limites artificielles. Il y a 3 règles principales à la médecine sacrée que nous allons voir maintenant. La première, bien sûr, c'est le principe du sacré, c'est-à-dire que cette croisée des chemins, cette origine fondamentale de toutes sortes d'existences est sacrée. Et donc, quand on considère que la vie est sacrée, que l'existence de chaque être est sacrée, ça change énormément de choses. Et le sacré ne doit pas être une croyance, justement, mais on doit avoir les moyens d'en faire une perception intérieure réelle, profonde, organique. Ça, c'est le premier principe. La vie a une origine, une essence, et que le thérapeute, mais aussi le patient, ont la responsabilité de prendre soin du sacré à l'intérieur de soi, comme à l'intérieur de toutes les créatures vivantes. Le deuxième principe, c'est que l'homme fait partie d'un tout. Il ne peut pas avoir la santé lui-même dans son quart d'existence. Il doit être en santé avec les autres, avec le reste, mais avec aussi le reste de sa nature. C'est-à-dire que sa nature animale, sa nature végétale, sa nature minérale doivent être prises en compte et doivent pouvoir s'exprimer, prendre leur place dans sa vie. C'est vraiment fondamental, c'est le deuxième principe. C'est ainsi qu'on va pouvoir constituer un ensemble fonctionnel à l'intérieur de nous-mêmes, une entité saine, fonctionnelle, et aussi à l'extérieur, en collaboration dans le grand organisme qu'est la nature et l'univers, d'être une cellule soi-même saine et fonctionnelle dans un environnement en santé. Cette vision de la coexistence et de la correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le troisième principe fondamental de la médecine sacrée. Ça y est, vous avez suivi l'intégralité de ce premier cours. Sachez que les 10 cours suivants sont également constitués de méditation et d'exercices pratiques qui à chaque fois constituent tout le niveau dans son ensemble. En cadeau pour toute inscription à ce cours en ligne, recevez un exemplaire du traité de médecine sacrée livré directement chez vous. De plus, pendant certaines périodes, pour toute inscription, j'offre également 1 heure de coaching en ligne. Rendez-vous sur le site médecinesacrée.com pour vous inscrire. Si vous êtes intéressé par les stages, formations, voyages initiatiques, tout ce qui est en présentiel, vous avez toutes les informations sur mon site guillamekezac.com ainsi que les publications régulières sur ma page Facebook. J'espère vous avoir été utile, à bientôt.